Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, pratique du travail social, intervention, formation et innovation. Ouda Laroussi. Dans le cadre d'un partenariat entre l'Institut national du travail et des études sociales Tunis, le Conservatoire national des arts et métiers CNAM Paris, et l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain IRMC Tunis, une rencontre scientifique avait été organisée à la fin de l'année 2012 sur les pratiques et les perspectives du travail social en Tunisie, dans une approche comparée Maghreb-Europe. Cette rencontre avait rassemblé des travailleurs sociaux, des praticiens du développement social et de l'intervention sociale, des chercheurs et des experts, puis des représentants d'institutions. Nous y avions développé une approche comparée du concept et des pratiques du travail social entre la France, la Tunisie, l'Algérie. Il s'agissait de dresser une définition et un bilan du travail social au Maghreb, à partir d'une confrontation de la diversité des approches et des expériences. Les thèmes évoqués et les points de débat étaient les suivants. Les statuts et rôles du travail social, de l'intervention sociale, de l'action médico-sociale, de la formation, des cadres sociaux, des formateurs, selon les différents pays, les conditions institutionnelles spécifiques aux sociétés pour la mise en place du travail social, les modalités de la pratique, les acteurs et les divers métiers anciens et émergents du travail et de l'action sociale avec ses secteurs d'activité. Au cours des années suivantes, et dans le souci de la présente publication, nous avons voulu élargir notre champ d'analyse du travail social dans le cadre d'une réflexion sur l'action sociale. D'autres contributions ont alors été introduites sur les pratiques professionnelles et organisationnelles des acteurs sociaux, ainsi que sur l'action sociale au Maroc, puis sur les nouvelles perspectives de l'économie sociale et solidaire. La publication aujourd'hui finalisée a pour intention d'une part de mettre en valeur les spécificités et les points communs de nouvelles formes du développement social en France, en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Elle vise d'autre part à positionner une première réflexion sur les pratiques, les compétences et les formations professionnelles mises en œuvre par les institutions. Nous proposerons dans les limites de cet article et à partir de l'ensemble des travaux aujourd'hui rassemblés, un court état des lieux de la situation France-Maghreb, autour des représentations et pratiques des métiers de l'action sociale, puis de la formation, de la gestion des compétences et de l'organisation des référentiels professionnels, et enfin des enjeux actuels et des nouvelles perspectives de l'action sociale et solidaire. 1. Représentation et pratique du métier d'intervenant social. Au terme d'une expérience au sein d'un établissement public d'insertion, Khedija Mokedem a mentionné dans un texte intitulé « J'étais psychologue au SOEMO », les conditions institutionnelles qui déterminent la mise en place du travail social ainsi que les nouvelles pratiques facilitant son accès à de nouvelles formes et expériences en Algérie. L'auteur présente son action en tant que psychologue clinicienne dans un établissement qui prend en charge la réinsertion des adolescents marginaux. Face à la pénurie des moyens aussi bien logistiques que socio-administratifs, l'auteur a adopté des mesures pour faire face en l'absence de dispositifs juridiques, réglementaires et sociaux dans la gestion de l'institution. Ces urgences sociales l'ont poussé à s'accorder selon de nouvelles situations et à développer des stratégies de réponse aux réalités et aux conditions nouvelles d'urgence qui ne figuraient pas dans les dispositifs juridiques et socio-éducatifs en vigueur. Des stratégies de débrouille ou de contournement ont ainsi été construites afin de pallier les multiples imprévus auxquels le professionnel doit faire face. Il en a été de même pour les contraintes administratives, qui ont incité le personnel à innover et à mettre en œuvre des dispositions particulières pour affronter les réalités du quotidien. On comprend alors mieux comment les données du contexte, le climat de manque de moyens et la pénurie financière, l'inertie institutionnelle et le manque de compréhension politique, peuvent déterminer et limiter l'action du clinicien et du travailleur social. De son côté, Sinda Koundi met l'accent sur le rôle capital du service social dans le processus de transition démocratique. Ce service concerne deux catégories à connotation sociale, à savoir les mères célibataires et les enfants abandonnés. L'auteur s'est appuyé sur les résultats d'une enquête de terrain qualitative qu'elle a menée dans le cadre d'une observation participante avec des professionnels de l'Institut national pour la protection de l'enfance, INPE, qui travaillent auprès des enfants abandonnés. Dans cette perspective,
Sinda Koundi évoque la situation des assistants sociaux en Tunisie et la nature des relations entretenues avec leur public. Elle constate à ce propos un échec récurrent, ou tout au moins un blocage lié à un ensemble de représentations sociales qui régissent le monde socio-professionnel des assistants sociaux. Elle y perçoit une conséquence directe des représentations professionnelles construites par les travailleurs sociaux sur le métier, sur les mères célibataires et sur les différents champs de leur travail, à savoir l'adoption et l'abandon. Ces représentations souvent négatives, dévalorisant la femme en situation illégitime, permettent de mieux comprendre les raisons pour lesquelles le travailleur social se bloque dans l'exercice de sa fonction et a du mal à s'impliquer de manière professionnelle dans la réalisation et dans la réussite du processus d'intervention sociale en dépit de sa compétence. Dans le cadre de la France, Ahmed Nordine Touy se demande quel lien établir entre milieu de formation et milieu de pratique, entre travail social, intervention sociale et recherche-action. Il évoque à ce titre le système de formation et de professionnalisation mis en place auprès des professionnels de l'intervention sociale, éducateurs, psychologues, chefs de service, maîtresses de maison, veilleurs de nuit, dans des centres d'éducation fermés, CEF, et des centres d'éducation renforcés, CER, de la région Rhône-Alpes en France. Ce nouveau processus de réforme, de certification et de formation créé en direction des professionnels et des diplômés, a favorisé la recherche auprès des instituts de formation, ce qui a suscité le développement de nouveaux projets, conférences, publications, etc., et mobilisé tous les acteurs aussi bien chercheurs, professionnels, formateurs que des spécialistes de l'intervention sociale. Situé dans une démarche particulière entre la formation et la recherche-action auprès des adolescents délinquants, cette expérience a permis de faire cohabiter sur des mêmes espaces d'exploration et d'investigation des tribus qui ne se fréquentaient pas. Son rôle consistait à adopter la posture d'enseignant-formateur afin d'accompagner les professionnels selon une méthodologie pédagogique empruntée aux postures de la recherche, dans le but de re-questionner ces savoirs de référence à l'aune de ce qui était vécu et partagé au sens ethnologique du terme. Dans la perspective d'une étude d'appréciation des prestations à la frontière libyenne en matière de protection des enfants au camp de la Choucha, un groupe d'enseignants de l'Institut national du travail et des études sociales s'est mobilisé au mois de novembre 2011 pour effectuer une enquête de terrain. De nombreux travailleurs migrants avaient fui la Libye, afin d'éviter les violences qui se sont déployées au cours de la même période depuis février 2011. Les mois qui suivirent ont produit un afflux important de population, composé en particulier d'Égyptiens, de Tunisiens et d'étrangers de différentes nationalités, vers le camp de Choucha en Tunisie. Les organisations internationales ont alors mis en place des actions spécifiques notamment avec l'UNICEF, sous l'égide de psychologues et de travailleurs sociaux, en matière de protection de l'enfance et de soutien psychosocial aux femmes et aux familles traumatisées. L'action des intervenants sociaux a concerné l'organisation de la vie quotidienne. Coordination entre agences et intervenants, contraintes d'ordre sécuritaire, démarches administratives et implication des institutions, participation aux activités proposées. De ce fait, l'intervention des travailleurs sociaux s'est voulue multilatérale et particulièrement centrée sur l'action interculturelle. Ainsi que le précisent les auteurs, la démarche d'intervention sociale en situation de crise a voulu rompre avec nos préjugés, avec ce que les ethnologues appellent l'ethnocentrisme, voulant que chaque milieu social érige ses intérêts en valeurs universelles. Plusieurs leçons peuvent être tirées en matière de travail et d'action sociale. Le renforcement du partenariat, la hiérarchisation stratégique sur le terrain, le plaidoyer pour des solutions durables, la consolidation des capacités par la formation, la capitalisation des tâches effectuées par les intervenants sociaux sur le terrain. Il en ressort plus particulièrement pour notre problématique la nécessité de renforcer l'assistance psychologique face aux capacités des enfants et des familles réfugiées, ainsi que le souci de mettre à la disposition des intervenants une base de données de la situation des enfants et des familles réfugiées, puis de mieux organiser la coordination entre les différents organismes intervenant sur le camp. Nous avons de notre côté voulu nous placer directement du point de vue des opérateurs de l'action sociale, et analyser les coulisses d'une campagne de lutte contre le travail des enfants, vue par les personnels et les opérateurs associatifs du microcrédit. Nous avons mentionné les fortes réticences des opérateurs sur le terrain.
Les agents sont bien conscients du travail des enfants, et du fait que les mauvaises conditions économiques de leurs clients encouragent leurs enfants à gagner de l'argent. Mais ils ne peuvent toutefois pas s'engager dans des procédures et des formalités qu'ils jugent inopérantes. Ils ne peuvent pas intervenir dans la vie de leurs clients qui, par ailleurs, ne sont pas habitués à un type de discours moralisateur de la part des agents de crédit. Nous avons aussi tenu à inscrire les réticences des agents dans le contexte organisationnel et institutionnel qui les a portés. Ceux-ci ont estimé n'avoir pas été consultés alors qu'ils possèdent un diagnostic social au plus près du terrain. Ils ont de même déploré être doublés par des chefs de branche et des services clientèle qui ne possèdent pas leur expertise. Il en ressort la nécessité de mieux impliquer la base et les intervenants territoriaux de manière à ce qu'un tel programme de développement, comme tant d'autres, ne leur soit pas imposé d'en haut, les consulter au préalable sur la faisabilité du programme, et les associer aux décisions stratégiques prises par leur association ou leur tutelle. Au terme de cette première réflexion sur les représentations et sur les pratiques du métier, nous retiendrons l'impact du contexte et des conditions de mise en œuvre de l'action sociale sur l'activité même de l'intervenant, qu'il soit travailleur social, psychologue ou sociologue ou agent territorial. Nous devons alors porter l'accent sur la consolidation des dispositifs institutionnels porteurs, MOCDEM, sur les projections sociales et les représentations idéologiques à l'égard des publics en difficulté, notamment les femmes en situation de vulnérabilité, KUNDI, sur l'action des dispositifs d'études et recherche au sein de l'intervention sociale, TOUI, sur la synchronisation des intervenants dans le cadre d'un projet de crise, INT, ainsi que rechercher l'adhésion constante des bases dans le cadre des apostrophes. Un programme de développement social, l'AROUSI. 2. Formation, compétences et référentiels professionnels. Nous aborderons ici les questions de la formation et de l'organisation des compétences et de leurs référentiels professionnels. Marcel Jäger a bien montré, au sein du dispositif français de formation des travailleurs sociaux du secteur social et médico-social, l'ensemble des dispositifs professionnels qui accompagnent les personnes en difficulté dans le cadre du handicap, de la protection de l'enfance, de l'exclusion sociale, de la dépendance liée à l'âge, de la pauvreté, des problèmes de l'emploi, de logement, de migration, d'accès aux soins. Cet émiettement des formations se justifie d'une part, par le nombre des certifications réglementées par le Code de l'action sociale et des familles, ou accordées par les ministères certificateurs, Affaires sociales, Éducation nationale, Jeunesse et sport, Agriculture, Justice, Travail et emploi, et gérées par une diversité de structures de statut privé, associatif et public, instituts, écoles, lycées, universités. Il s'explique d'autre part selon la nécessité de spécialisations orientées et pointues, en direction de catégories de publics hétérogènes et de difficultés identifiées de plus en plus ponctuellement. Il faut ajouter à cela l'augmentation des aidants, qui travaillent pour les personnes âgées, dans le cadre du vieillissement de la population. En ce sens, l'aidant principal se substitue au aidant professionnel. Il s'en est suivi en matière législative et réglementaire, que les frontières entre professionnels qualifiés, professionnels non qualifiés et non professionnels, aidants familiaux, bénévoles, militants, sont devenues plus floues. Par ailleurs, la mise en place d'un diplôme d'état d'ingénierie sociale, DEIS, pour les chargés de mission, les conseillers techniques, les concepteurs de projets et les formateurs, qui s'est associé avec la prolifération de masters et doctorats, a transformé les modes d'entrée dans la carrière de formateur. Enfin, il faut noter que tous ces diplômes préparent à l'expertise, au conseil, à la conception et au développement de projets innovants. Ils établissent le lien entre la recherche et la formation professionnelle supérieure. La situation du travail social au Maghreb s'avère moins diversifiée et moins foisonnante. Youssef Sadiq évoque en ce sens le cas du Maroc dans sa double dimension. D'une part, la concordance des formations avec les politiques publiques et les besoins socio-économiques, d'autre part la gestion des ressources humaines et des compétences en direction de l'action publique. L'auteur classe l'évolution des programmes sociaux marocains selon 4 choix socio-idéologiques. L'assistanat et la prise en charge. L'assistanat est la prise en charge consolidée par l'éducation, la formation et la qualification, la lutte contre la pauvreté par l'éducation, la formation et la qualification consolidée par les actions d'intégration, le développement humain et l'inclusion sociale.
Il insiste sur l'insuffisance des réglementations ainsi que sur l'absence d'un référentiel national des métiers du TS, et sur le manque d'organisation des formations pédagogiques et des carrières professionnelles des travailleurs sociaux, qui suivent une logique de carrière administrative loin de toute perception du secteur privé comme intervenant en formation et comme employeur en TS. Sadiq mentionne toutefois l'initiative gouvernementale 10 000 TS, démarrée en 2007, en vue d'accompagner l'INDH dans ses axes stratégiques d'intervention par des profils spécialisés. Ainsi, cette initiative a consisté en la mise en place de formations diplômantes, licences professionnelles, master, formation de Bac+2, et de formations par apprentissage au profit des travailleurs sociaux en vue d'adapter leur profil aux besoins existants. Il conclut sur la nécessité d'impulser des plans de formation et de développement des compétences visant à promouvoir tant le développement du travail social que les parcours de carrière. De son côté, Amar Manaha met l'accent sur la formation des travailleurs sociaux dans le cadre du système universitaire algérien et sur le manque de formation pratique proposée, qui en accentue le caractère abstrait. Il évoque les limites de la fonction du travailleur social en Algérie, qui selon lui, ne reçoit pas assez de reconnaissance de la part des pouvoirs publics. Ainsi s'explique la marginalité de cette fonction, qui se trouve en même temps dépendante des prérogatives d'un État qui continue à imposer une politique unilatérale à tous les secteurs, y compris le secteur social. Cette politique, dans son application au bien social commun, aurait, selon l'auteur, contribué à éloigner le potentiel intervenant social des problèmes qui se posent aujourd'hui et qui touchent en particulier le chômage, l'exclusion, la marginalisation des jeunes et le licenciement des travailleurs. Manaha insiste à ce propos sur la logique administrative qui, selon lui, se substitue à toutes les initiatives pouvant provenir de la société civile. C'est ainsi que la centralisation du système et l'hégémonie de l'État expliquent la sous-estimation du statut du travailleur social. En ce qui concerne la Tunisie, l'Assad Labidi situe le système tunisien de formation au travail social depuis le début des années 1960, création en 1964 de la première école de service social selon une orientation qui reproduit le système de la formation professionnelle et une autre qui s'effectue dans un cadre universitaire, et que l'auteur qualifie de semi-professionnelle, et jusqu'aux actuelles orientations du LMD. Ce dernier exprime, selon l'auteur, la volonté de l'État qui souhaiterait harmoniser le système des diplômes tunisiens en fonction des normes et des exigences internationales. De nouveaux types de diplômes nationaux, spécialisés en travail social, sont ainsi apparus. La licence appliquée en intervention sociale, LAI, et la licence fondamentale en service social, LFSS, master professionnel et master recherche. Hormis les indéniables acquis de ces formations susceptibles d'enrichir le développement des connaissances, tant sur les champs d'intervention du service social, que sur la pratique professionnelle du travail social, l'auteur fait part de plusieurs limites du système. La licence appliquée serait insuffisamment ancrée dans une portée pratique ayant un impact sur la vie réelle des individus, des groupes et des communautés. Enfin, l'auteur propose d'introduire plus de matières à caractère psychologique parmi les enseignements proposés en licence et en master. Selon lui, une formation en travail social ne doit pas permettre à l'étudiant de comprendre la société, mais aussi de comprendre l'individu. Toutefois, nous émettrons plusieurs nuances autour des préconisations de l'auteur en matière de suppression des modules de développement local ainsi que de sociologie économique ou politique. Nous souhaitons réaffirmer là que les actions de l'individu s'inscrivent tout d'abord dans un milieu, voire un territoire dont les déterminants ne sont pas négligeables. Nous préciserons de même que la sociologie du travail, des organisations et des formations professionnelles, combinée à la sociologie du développement économique, dont le travail constitue la finalité, et à la sociologie du politique, déterminant les rôles et fonctions des acteurs sociaux, constituent les principaux soubassements pour une analyse plus réflexive des déterminants du travail social. Pierre-Noël Denieuil, pour sa part, introduit dans l'ouvrage une première réflexion conceptuelle sur la notion de compétence, au cœur des programmes de formation et des référentiels professionnels. Par différence avec la qualification reconnue et attribuée par l'institution sous forme d'un diplôme standard et à portée universelle, la compétence est ici définie comme un savoir de la situation, de la communication, de la combinaison et de l'invention,
savoir actualiser, ajuster et accommoder. La compétence devient la maîtrise d'une situation de travail et de ses marges de manœuvre par celui qui en est l'acteur. L'ensemble des compétences repérées dans l'action d'un individu peut être répertorié et intégré dans l'organisation d'une entreprise ou d'un cursus approprié. Dans ce sens, l'auteur distingue des compétences cognitives, des compétences d'interdépendance et des compétences d'encadrement. Ces compétences sont intégrées au sein du management des ressources humaines, GRH, dans le cadre d'une formation adaptative. L'auteur pose alors la question des conditions de reconnaissance de la compétence, débouchant sur sa certification par une autorité en vue de son apprentissage par d'autres. Il précise que toute compétence, contrairement à la qualification qui habilite en tout lieu et pour un ensemble de tâches, est construite par référence à un contexte et est évaluée d'une part par son utilité, qui porte sur ses résultats et sur ses performances, ainsi que par la mise en œuvre de qualités spécifiques au sujet, créativité, ingéniosité, originalité. Elle est évaluée d'autre part par sa capacité de résultat, eu égard aux moyens mis en œuvre pour y parvenir et aux données spécifiques de la situation. Dans un souci d'établir le référentiel de compétences de l'intervenant social en Tunisie, et à partir d'enquêtes qualitatives auprès d'un échantillon d'agents et d'un atelier regroupant des responsables hiérarchiques, Fethi Jaurès s'attache à cerner des compétences transposables et à valeur universelle. Il nous propose un référentiel situé au carrefour des compétences de la pratique professionnelle, de l'environnement social, familial, local et social, des rapports à la profession et à l'organisme d'appartenance. Ces compétences sont liées d'une part, au savoir concernant l'ensemble des connaissances théoriques de base de la profession. D'autre part, au savoir-faire qui regroupe les compétences nécessaires pour l'exercice du métier, au savoir-être qui rassemble les attitudes que le travailleur social développe vis-à-vis de son milieu professionnel, et enfin au savoir-apprendre en relation avec les programmes actualisés de la profession. Ce référentiel de 30 modules intégrant les prérequis, les catégories d'agents concernés ainsi que le volume horaire vise principalement à réduire l'écart entre les compétences requises et les compétences actuelles constatées. Un tel projet nécessite selon l'auteur une structure de gestion et une équipe régionale au sein de la Direction générale de la promotion sociale. Il implique aussi des actions d'information et de communication, puis la planification par objectif, des programmes de promotion sociale destinés aux familles et aux enfants, ainsi que des actions d'évaluation et de valorisation auprès des publics cibles. Dans un autre registre et de manière appliquée, Ali Jaidi évoque le référentiel de compétences assignables au nouveau métier de conseiller de l'enfance auprès des tribunaux de Tunisie, première instance ou cour d'appel. Le conseiller de l'enfance, sous tutelle du ministère des Affaires sociales ou de celui de la femme, de la famille et de l'enfance, travaille en interaction étroite avec les magistrats et le juge de l'enfant aux différentes étapes du processus judiciaire. Ce métier s'appuie sur les objectifs et sur les outils du travail social. Il mobilise 3 systèmes, l'enfant, sa famille, et les établissements sociaux orientés vers l'enfant. Son système d'action est principalement axé sur les compétences de l'intervenant social. L'auteur définit en ce sens le référentiel professionnel comme l'ensemble des paramètres qui permettent de cerner le poste de travail du conseiller de l'enfance en tant qu'emploi type, en lui procurant une identité claire, un contenu précis et des modalités d'action bien déterminées. Il s'agit là d'un métier fragile qui génère beaucoup d'insatisfaction tant sur le plan du statut souvent précaire du travailleur social auprès du juge qu'il n'est pas toujours susceptible d'influencer, que sur le suivi de l'enfant soumis à la décision du juge et des institutions d'observation et d'accompagnement avant le jugement. Dans la pratique, le CE n'a pas toujours la possibilité suffisante de travailler en collaboration avec les autres partenaires du réseau d'intervenants touchés par la délinquance, le juge des enfants, le travailleur social, les officiers de la police judiciaire, le délégué à la protection de l'enfance, le psychologue, le médecin, le délégué de la liberté surveillée, le conseiller de la formation professionnelle, les enseignants. Puis plusieurs conseillers se succèdent parfois sur le même dossier, les rapprochant alors d'une fonction d'avocat temporaire. Leur diagnostic de la situation et des potentialités de l'enfant s'en trouve ainsi affaibli. L'établissement d'un référentiel de compétences stables s'avère alors nécessaire afin de mieux articuler travail et savoir d'un côté, mais aussi savoir et formation de l'autre,
tout en priorisant 3 paramètres essentiels: les besoins objectivement recensés, la demande exprimée par le conseiller de l'enfance et par son juge des enfants, et l'offre proposée par les tutelles. 3. Perspective de l'action sociale et solidaire. Parmi les perspectives ouvertes pour l'intervention sociale, le microcrédit apparaît comme un des outils possibles du développement social. En Tunisie, ce secteur est resté doublement dépendant de l'association ENDA d'une part, et des structures de l'État d'autre part par le biais de la BTS, Banque tunisienne de solidarité. Nous avons vu par contre que le système du microcrédit a connu une évolution rapide au Maroc depuis la fin des années 1990 avec la création d'un nombre important d'associations et de fondations devenues professionnelles en matière d'octroi de prêts. Toutefois très dépendant du secteur associatif, sa non-réglementation devient un obstacle générateur de concurrence entre les opérateurs. Ouda Laroussi montre que les avantages du microcrédit restent indéniables en matière d'insertion de la population dépourvue de moyens financiers. Les organismes de développement et d'insertion sociale y voient particulièrement un levier d'innovation sociale et d'intégration de la population féminine en difficulté aussi bien dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Il s'agit bien là d'un outil de libération personnelle au sein de la famille, puis d'émancipation sociale. Il s'agit aussi d'un stimulant pour l'accès à l'auto-emploi et la génération d'activités. Toutefois, son développement récent porte à réfléchir sur ses conséquences négatives à terme. Aujourd'hui proposé par nombre d'organisations internationales notamment en Tunisie, et avec des intérêts souvent élevés, il court le risque d'entraîner ses bénéficiaires dans des situations de dépendance et de ce fait de maintenir voire de renforcer la pauvreté alors que son objectif serait à la base de l'éradiquer. Dans cette perspective, le sociologue Rida Boukraa a montré les limites du microcrédit dans la période post-révolutionnaire. Cette dernière s'est caractérisée par le déploiement des emplois non marchands et la baisse des emplois productifs. L'auteur émet à ce titre une réserve vis-à-vis des organismes prêteurs qui profitent de la capacité de remboursement des pauvres. Face à l'impossibilité pour les endettés de recourir aux banques publiques, ceux-ci se trouvent alors soumis à un système bureaucratique rigide qui les incite à s'orienter vers d'autres organismes et à se surendetter pour rembourser les premiers crédits. Ainsi les pauvres instrumentalisés par les organisations nationales et internationales deviennent un gisement à exploiter pour la microfinance. Mais si le microcrédit ne peut en aucun cas réduire, voire éradiquer la pauvreté émergente, il pourrait toutefois devenir une alternative favorisant un nouveau modèle de développement et la création des emplois productifs. À la condition toutefois, selon l'auteur, que cette alternative soit conduite sous l'égide d'une politique d'investissement équitable, seule capable de générer la richesse, créer des emplois et réduire la pauvreté. Une telle politique d'investissement équitable pourrait s'appuyer, selon Jean-Louis Laville, sur les enjeux hybrides de l'économie sociale et solidaire, faisant de la solidarité une valeur partagée au service d'une économie innovante. C'est dans cette perspective que l'auteur préconise à propos du travail social, de ne pas réduire son engagement dans l'économie sociale et solidaire à la seule composante insertion. Il s'agit en ce sens d'interroger les modalités d'intervention des acteurs du travail social dans le champ de la solidarité et des politiques publiques, lors même que les actuels modes de gouvernance associative suscitent une dépolitisation de l'action sociale et l'émergence de nombreuses souffrances chez les travailleurs sociaux. L'auteur revient sur le paradoxe du travail social dans la société française. Plus les salariés interviennent dans la prise en charge de la vie quotidienne des personnes, en lien permanent avec les personnes accompagnées, moins la qualification est importante, moins le salaire est élevé et plus la vulnérabilité du contrat de travail est grande. Par ailleurs, plus le salarié s'éloigne de la personne vulnérable, plus son contrat se sécurise, plus sa qualification augmente ainsi que son salaire. L'auteur en appelle alors à une mobilisation nécessaire entre acteurs, professionnels, bénévoles et usagers, au sein d'actions collectives regroupant tout à la fois les acteurs associatifs, les acteurs politiques et les professionnels du travail social. De son côté, Lotfi Benour se penche sur la question du chômage en Tunisie, de l'ordre de 22% pour les femmes et de 13% pour les hommes, puis en ce qui concerne les diplômés de l'enseignement supérieur, de l'ordre de 32% atteints en mars 2016. Selon l'auteur,
ces chiffres ne pourraient plus être corrigés à la baisse en se limitant au secteur public et privé et aux outils classiques du traitement du marché du travail. L'économie sociale et solidaire apparaît alors comme un recours qui doit sortir en Tunisie de sa marginalité. Les dispositifs existants de microfinance et de microcrédit doivent selon Lotfi Benour se pérenniser et être mis à disposition des prochaines expériences d'économie sociale et solidaire. Pour l'auteur, à la différence de la finance orientée vers la recherche exclusive du profit, la finance solidaire participe à une économie centrée sur la personne humaine. Dans ce sens, il est souhaité que le système éducatif tunisien puisse contribuer à la promotion de l'esprit d'entreprise. Pour ce faire, la formation professionnelle des indépendants doit être encouragée, ainsi que l'essaimage des entreprises sous-traitantes au profit de la micro-entreprise et de l'emploi indépendant. Dans le cadre d'un redéploiement de l'économie sociale et solidaire, ESS en Tunisie, Wassim Abidi évoque l'émergence de l'ESS dans la période post-révolutionnaire, sur la base d'une approche historique des activités du coopérativisme des années 1960. Selon l'auteur, l'échec de ce dernier a contribué à l'émergence d'un état de méfiance et de rejet de tout ce qui relève de la coopération et l'action collective, et des valeurs de l'économie sociale et solidaire. Des pratiques populaires subsistent toutefois, telles la Twiza comme mode de répartition communautaire et solidaire des activités de travail. L'Abidi développe par la suite la thèse selon laquelle l'éruption de l'ESS est liée à l'impasse dans laquelle se trouve le modèle de développement néolibéral et participe d'une logique de récupération et d'instrumentalisation de la part des différents acteurs locaux, les pouvoirs publics et internationaux, les projets de coopération internationale. En ce sens, l'État se serait orienté vers une politique de monopolisation de la solidarité en l'instituant comme pratique politique. Cela justifie alors le passage d'une solidarité populaire portée par les citoyens et par les communautés vers une solidarité instituée, notamment en matière de réorganisation des activités des mutuelles agricoles, cadrées et monopolisées par les pouvoirs publics et politiques. Dans cette même perspective, l'ESS en période post-révolutionnaire s'impose comme une alternative à la crise proposée par les pouvoirs publics et par les acteurs de la coopération internationale. Enfin, les nouvelles perspectives de l'action sociale ne sont pas dissociables du mouvement des migrations qui questionne au quotidien le travail social. À ce titre, Mohamed Madoui, décédé le 26 novembre 2016 et à qui nous rendons hommage dans cet ouvrage, rend compte d'une livraison spéciale de la revue Hommes et Migrations parue sous le titre « Travailleurs sociaux et migration, connaître pour mieux intervenir ». Il y analyse la manière dont les acteurs du travail social appréhendent les problématiques migratoires et les mécanismes qui conduisent à désigner les immigrés et leurs enfants comme une catégorie spécifique de l'action sociale. Mohamed Madoui met à ce propos l'accent sur la dimension ethnique qui détermine le recrutement des acteurs sociaux dans les quartiers, valorisant leurs compétences ethnoculturelles plutôt que leurs qualifications. Un tel recrutement se base sur deux secteurs d'intervention sociale, dans un rapport d'inégalité à la fois hiérarchique et politique. D'une part, un secteur qui privilégie les diplômés du travail social, et d'autre part un secteur destiné à ceux qui ne disposent pas de diplôme, ni d'expérience solide auprès des publics en difficulté. Ces deux secteurs ont engendré une dualité au sein de l'intervention sociale, d'origine étrangère, et un phénomène d'ethnicisation. Selon l'auteur, ces fonctions du travail social dans les quartiers populaires, mobilisant des jeunes issus de l'immigration et en quête d'une insertion sociale, sont essentiellement destinées à la population des quartiers populaires, et leur finalité est le maintien de l'ordre. Nous terminerons nos analyses par une intervention de Brahim Labari, qui nous apporte un nouveau regard sur deux figures particulières d'intervention sociale dans la quotidienneté de la société marocaine. Il s'agit de la bonne, figure féminine et familière qui exerce un travail domestique au service du patron français et de sa famille, et du chaouch, figure masculine et également familière qui entretient, de par sa position d'excentrique dans l'entreprise, des rapports directs et quotidiens avec son patron. Selon l'auteur, ces deux figures sont révélatrices de la division sexuelle du travail, puis des représentations sociales dominantes, du paternalisme patronal, et de la conception patriarcale ou paternelle du rôle de chef d'entreprise comme révélateur des clés de la délivrance de son personnel.
Au terme des réflexions ci-dessus explicitées et proposées dans l'ouvrage qui s'ensuit, nous avons voulu soumettre au lecteur une approche du travail social selon le triple point de vue des pratiques du métier par ses acteurs, de l'organisation de ses formations et enseignements selon des référentiels de compétences appropriés, et des nouveaux enjeux sociaux tels les pratiques de microfinance, l'économie sociale et solidaire ou encore l'impact du processus migratoire ou la permanence de figures de la relation sociale. Nous avons voulu ces approches les plus contextualisées possibles. Elles se déclinent à ce titre sous des formes nationales spécifiques de la France à la Tunisie, passant par l'Algérie et par le Maroc. Nous laisserons alors au lecteur le soin d'en apprécier dans une perspective comparative France-Maghreb, tant les ressemblances que les différences. Première partie, représentation et pratique de métier. J'étais psychologue au SOEMO. Khedija Mokedem. Ce texte traite des conditions institutionnelles spécifiques aux sociétés pour la mise en place du travail social, puis des modalités de la pratique ainsi que des innovations à apporter sur le terrain pour ouvrir le travail social à de nouvelles formes et expériences. Il a pour objectif réflexif d'évaluer une pratique professionnelle et personnelle dans les actions mises en place pour encadrer une population, dite marginale. Il souhaite montrer l'importance du travail éducatif et sa complexité dans une société en effervescence et en pleine mutation. En effet, l'extension des villes, le chômage, la violence dans les quartiers et dans les stades, l'exiguïté des appartements, la malvie des jeunes, la toxicomanie, la migration clandestine, les problèmes relatifs à la sécurité accentués par la décennie noire, les années 90, vécues par l'Algérie, ont fait que les préoccupations relatives au social et à la jeunesse appellent une nouvelle vision et de nouvelles réponses aux problèmes relatifs à la marginalité et à la délinquance qui n'arrêtent pas d'évoluer. Je propose de présenter ici mon expérience de travail auprès du service d'observation et d'éducation en milieu ouvert, SOEMO, à Oran, Algérie. Le SOEMO est un service public qui prend en charge la réinsertion des adolescents marginaux. Une de ses principales missions est l'écoute à la demande. Ma contribution s'articule autour d'un vécu professionnel dans une période de crise, 1992 à 2005, et essaie de décrire comment j'ai été amenée, en tant que psychologue clinicienne et responsable de cette institution de sauvegarde, à adopter des mesures pour faire face à l'absence de dispositifs juridiques, réglementaires et sociaux dans la gestion de l'institution. Les problèmes et les urgences sociales, les situations au quotidien de ces jeunes adolescents en rupture familiale et les imprévus, nous ont poussés à nous adapter à de nouvelles situations engendrées par ces adolescents marginaux, et à développer des stratégies de réponse aux réalités et aux conditions nouvelles d'urgence qui ne figuraient pas dans les dispositifs juridiques et socio-éducatifs en vigueur. Le plan de cet article se décline ainsi. Définition de l'action sociale. Identification du service d'observation et d'éducation en milieu ouvert, SOEMO. Fonctionnement du SOEMO et stratégies réelles mises en place par l'institution pour permettre à la population d'adolescents dits marginaux de se soustraire de la marge. Description des stratégies adaptées aux problèmes posés par cette population et qui sont autres que celles décrétées par les ordonnances de loi en vigueur. 1. Définition de l'action sociale. Il nous paraît important de dresser un bref aperçu de la politique d'action sociale et éducative qui régit le système de la prise en charge des adolescents marginaux, ainsi que des dispositifs mis en place pour aider cette population défavorisée à la réinsertion, à la reconquête de la place perdue dans la société et à la restauration d'une image sociale positive, en rupture tant avec les institutions de socialisation publique qu'avec celles à caractère familial. L'action sociale ou prise en charge sociale signifie pour nous l'ensemble des moyens législatifs ou réglementaires par lesquels une société agit sur elle-même pour globalement sauvegarder et préserver sa cohésion et établir une justice ou une paix sociale, et spécifiquement pour aider les personnes et les groupes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou préserver leur autonomie et à s'adapter au milieu social environnant. La prise en charge éducative en Algérie revient à l'État, qui a adhéré à toutes les conventions internationales ayant trait aux droits des enfants et de l'adolescent. Il a ainsi consenti, en décembre 1990, aux conventions internationales des droits de l'enfant promulguées par l'Assemblée générale des Nations unies en novembre 1989. Citons également
l'adoption des règles de Pékin concernant la protection des adolescents mineurs. Concernant les dispositifs juridiques en vigueur, l'Algérie a procédé à la constitution de tribunaux d'adolescents mineurs. À titre d'exemple, l'ordonnance 72 du 3 février 1972, constituée de 20 articles, est relative à la prise en charge psycho-éducative des enfants et des adolescents. De même, l'ordonnance 75A65 du 26/9/1975, constituée de 46 articles, concerne la sauvegarde de la santé mentale des adolescents et la construction d'établissements spécialisés de réinsertion sociale et de centres polyvalents. La société civile est également impliquée dans cette action de sauvegarde et de prise en charge. La protection de l'enfance et de l'adolescence en danger moral ou en infraction privilégie la sauvegarde et la protection par rapport à la punition et à la répression. Cette prise en charge est régie par 3 logiques. Une logique de protection de la société vis-à-vis des citoyens dangereux, une logique de rééducation et de réinsertion sur laquelle nous allons nous arrêter dans les pages qui suivent, et enfin une logique de répression. Dans ce cadre socio-éducatif, notre action d'acteur social s'inscrivait d'une part dans une démarche de prise en charge permettant la réflexion sur les actes délictueux commis par cette catégorie d'adolescents, et d'autre part dans une action pour favoriser la réinsertion de ces derniers par la formation professionnelle, par l'apprentissage et enfin pour apporter un soutien moral et matériel à ces adolescents et à leurs familles. L'intervention auprès de cette population d'adolescents prend des formes diverses. Suivi de ces derniers dans leurs milieux habituels, placement dans des établissements de protection et de réinsertion sociale quand c'est nécessaire, écoute et soutien psychologique. 2. Identification du service d'observation et d'éducation en milieu ouvert, SOEMO. Le service d'observation et d'éducation en milieu ouvert est un service de wilaya, sous la tutelle de la Direction de l'action sociale, elle-même sous la tutelle du ministère de la Solidarité nationale et de l'action sociale. Il a été créé par ordonnance présidentielle numéro 64A75 du 26 septembre 1975, portant sur le fonctionnement des établissements et services chargés de la protection de l'enfance et de l'adolescence. Ce service, appelé actuellement Bureau de la réinsertion des jeunes, par l'arrêté interministériel numéro 12 du 7 mars 1998, assure le suivi et la prise en charge des adolescents mineurs, qu'ils soient en danger moral ou en effraction avec la loi et mis sous le régime de la liberté surveillée ou liberté surveillée provisoire. Le service travaille en étroite collaboration avec les différentes juridictions de mineurs de la wilaya, chef-lieu, ou les autres wilayas à travers le territoire national, conformément à l'ordonnance 7203 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence. Cette institution, lieu de notre exercice professionnel, est située à l'ouest de l'Algérie, dans la ville d'Oran, implantée dans un quartier connu pour être un des plus anciens et des plus populaires quartiers de la ville. Le SOEMO dispose d'un nombre peu important d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés, de psychologues et d'assistants sociaux, ce qui est insuffisant au regard du nombre d'enfants et d'adolescents délinquants en difficulté qui n'arrêtent pas d'évoluer. Par son caractère ouvert, le SOEMO se distingue des établissements de réinsertion et de réadaptation, tels que les centres de rééducation sociale CSR, les centres de protection sociale CSP, les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse CSPSI. Il assure le suivi et la prise en charge des adolescents qui lui sont confiés, et ce suivi se fait dans le cadre de leur milieu de vie habituel, famille, école, lieu de formation. Autrement dit, les adolescents placés au SOEMO ne dépendent pas du régime de l'enfermement comme c'est le cas pour les institutions citées. Ils veillent à offrir de bonnes conditions et un bon accompagnement pour prévenir contre l'enfoncement de ces adolescents dans le chemin de la délinquance. Il s'appuie dans son travail éducatif sur les partenaires suivants. La famille, acteur important dans la réussite de l'action de résocialisation et de soustraction de la marge des mineurs en difficulté. L'école, une institution à ne pas négliger dans le travail éducatif d'intégration et de réinsertion. Les établissements sociaux de réinsertion et de protection sociale et les centres polyvalents de la prise en charge de la jeunesse. Les établissements de formation professionnelle et d'apprentissage. Les institutions de santé publique et les associations pour les actions de proximité. 3.
Le fonctionnement du SOEMO. La mission des SOEMO, comme indiqué dans les articles de loi et ordonnances, vise la prise en charge et la restauration de la place sociale de ces adolescents, changer leur vision des choses et les amener à prendre conscience de l'état où ils sont arrivés afin de pouvoir opérer des changements sur leur personne et le rapport à leur milieu environnant. C'est-à-dire pouvoir opérer progressivement le changement de la valeur négative de soi, en une estime de soi, et effectuer sa reconstruction d'une image et d'une identité autre que celle négative et délinquante. Cette mission ne peut s'accomplir sans l'aide utile de l'adolescent lui-même, car le bien-être se construit avec la personne quelle que soit sa difficulté. Dans leur mission de réintégration de l'adolescent, les travailleurs sociaux du SOEMO mènent une action de guidance et d'accompagnement des adolescents en rupture et non pas une mission réduite à l'assistanat. Ils leur apprennent à s'autonomiser et à redevenir eux-mêmes en leur donnant la possibilité d'agir sur leur sort et de participer à la vie qui les entoure, afin de pouvoir trouver eux-mêmes les conditions de leur épanouissement personnel. Aider ces jeunes à découvrir leurs capacités et ressources, c'est les soutenir à prendre conscience de la situation vécue, facteur qui va les aider à comprendre pourquoi, à un moment de leur vie, ils ont basculé, puis trouver les moyens adéquats pour s'en sortir, corriger l'image négative et dépasser la stigmatisation sociale. Pour mener à bien cette mission, les moyens matériels et humains, mis à notre disposition par l'institution n'étaient pas à la hauteur des ambitions de bonne prise en charge et n'étaient pas conformes aux normes de la réinsertion et du rétablissement de cette population en rupture avec toutes les institutions de socialisation. Cette indigence de moyens, pas de véhicules de service, pas de téléphone, pas de micro-ordinateur, etc., ne pouvait pas nous aider à bien conduire notre mission, et on ne comptait dès lors que sur les bonnes volontés des éducatrices et des éducateurs, sur leur foi et sur l'amour du métier. Mais cet engagement des éducateurs, nous devions le susciter grâce aussi à notre capacité de psychologue à favoriser une attitude de compréhension vis-à-vis du personnel social, être sensible aux difficultés de la vie de ce personnel, être à son écoute, montrer une empathie et pratiquer dans les faits une politique de compassion et d'humanité. Au fond de nous-mêmes, en tant que responsables de cette institution, nous croyons que veiller au bien-être de son personnel, c'est veiller au bien-être de l'institution. Les personnels n'étant pas formés à ce type de pratique de réinsertion, la plupart d'entre eux venaient des établissements fermés, d'autres étaient nouvellement recrutés, il fallait trouver les moyens de les sensibiliser et de les motiver. Ainsi, prendre en compte leurs soucis au quotidien, même quand ceux-ci étaient d'ordre personnel, c'était aussi les amener à être plus proches des difficultés de l'institution. Autrement dit, nous pouvions les solliciter pour n'importe quelle tâche qui ne faisait pas partie de leur mission officielle. À titre d'exemple, quand certains d'entre eux tombaient malades et devaient fournir un justificatif d'absence, c'est-à-dire un certificat de maladie, qui avait pour conséquence une baisse de salaire, on trouvait un compromis qui consistait à ne pas déposer ce certificat de maladie auprès de l'administration générale. En contrepartie, on demandait à celui qui s'est absenté de récupérer ses absences sous forme d'heures supplémentaires. 4. Pratique et stratégie personnelle. La politique du voisinage. Nous ne disposions pas de véhicules de service alors que notre travail repose sur le déplacement au quotidien dans les milieux où se trouvaient ces adolescents, familles, écoles, centres de formation ou réinsertion, rues, etc., et dans les communes et juridictions de mineurs qui n'étaient pas dans le chef-lieu de notre service. Nous avons hérité d'un véhicule ancien et pour le mettre en marche, on sollicitait les proches et amis qui, de par leur situation matérielle, avaient la possibilité de le réparer. Puis un jour il nous était impossible de le restaurer, ce qui nous a amenés à utiliser les transports avec nos propres moyens financiers. Le service étant implanté dans un quartier populaire loin du centre-ville et des juridictions de mineurs, nous étions exposés à tous les dangers, et c'est pourquoi nous avons adopté la politique du bon voisinage avec les citoyens du quartier. À titre d'exemple, nous avons mené des actions de soutien et d'aide matérielle aux voisins nécessiteux, et nous avons fait participer leurs enfants, non seulement aux centres aérés organisés dans le cadre des projets de sortie pour les adolescents de notre établissement, mais aussi à l'action du soutien scolaire et psychologique. Grâce à cela,
nous avons pu occuper une place importante dans le quartier et nous avons bénéficié de la confiance et de la protection de ce voisinage. L'espace de l'agir. Parler de la structure de la délinquance, c'est aussi parler de l'espace où se déroule l'action de la prise en charge. Cet espace joue un rôle important dans la réussite ou non de cette action. C'est pourquoi il nous paraît intéressant de dire que la capacité d'instaurer une autorité entre l'adolescent marginal et les travailleurs sociaux relève du cadre institutionnel et demande des moyens comme la mise en place d'un bon accueil. Cependant, le service d'observation et d'éducation en milieu ouvert est autant marginalisé que les adolescents qui l'accueillent de par l'état précaire où se trouvaient les locaux de cette structure. L'insuffisance de bureaux pour recevoir le flux des adolescents qui augmente de jour en jour, un environnement laissé à l'abandon, pas de cuisine, une absence d'hygiène, un grand espace vert non investi, pas de micro-ordinateur, pas d'internet, pas de téléphone, pas de fourniture de bureau pour écrire les rapports sociaux, etc. Nous pensons à ce titre que l'espace, comme le temps, sont des variables régissant les comportements humains. Ainsi, dans le but d'offrir à ces adolescents, originaires de milieux sociaux défavorisés pour la plupart d'entre eux, un cadre d'accueil agréable et meilleur que celui d'où ils viennent, un certain nombre d'actions a été mené pour réaménager l'espace de notre service. Ces actions n'ont pu être rendues possibles que grâce à l'aide déployée par les différents acteurs sociaux qui avaient adhéré à notre projet de changement, comme nos collègues de différents centres, et qui nous ont aidés à le concrétiser. L'apport de la société civile nous a été également d'un grand bénéfice. Associations, institutions étatiques économiques qui jouissaient de moyens considérables, nos amis industriels privés, les institutions de rééducation et de sauvegarde, les établissements de l'éducation nationale, la mairie, etc. Les actions ouvertes auprès des adolescents. Nous avons aussi impliqué les adolescents qui nous ont été orientés par différentes juridictions de mineurs, et aussi ceux placés au centre de réinsertion sociale, dans le but de leur faire prendre conscience qu'ils ne peuvent pas être bons qu'à provoquer des troubles dans la société, mais qu'ils étaient eux aussi capables de bien faire, de faire utile pour eux et pour les autres. Il fallait aussi, à travers ces actions, leur faire comprendre qu'il s'agit de leur institution, et que participer à son réaménagement était un devoir de citoyenneté. C'est-à-dire reconvertir l'image négative qu'ils ont d'eux-mêmes en une bonne image, ce qui nous a beaucoup aidés dans notre action de sauvegarde et de prise en charge. Grâce à cela, les adolescents avaient réussi à repeindre les locaux, à construire une cuisine, à désherber une partie du jardin et à planter des arbres fruitiers. Pour l'autre partie du jardin, nous avons sollicité les services de la mairie qui l'ont transformé en stade où nos adolescents venaient disputer des matchs de football, et où se célébraient les fêtes nationales et internationales, la Journée mondiale de l'enfance, la Journée de l'enfance africaine, etc. Pour les encourager, on organisait chaque fois en leur honneur un repas amélioré, on offrait des cadeaux quand c'était possible. Tout cela a été mené avec l'assistance du personnel des deux institutions, SOEMO et CSR. Ceci a alors permis aux adolescents qui nous venaient des établissements fermés, de rentrer en contact avec les nôtres du milieu ouvert, d'échanger avec le personnel et de se détendre, et ainsi de sortir du quotidien du milieu clos qu'ils rejettent. Il est à rappeler que ces actions menées ne relevaient pas de notre mission en tant que psychologue et responsable de la prise en charge psycho-éducative. Ces initiatives relevaient du simple bon sens et offraient de meilleures conditions de travail pour la prise en charge des adolescents accueillis. De la vie scolaire au loisir. Les enquêtes sociales et les entretiens conduits avec ces adolescents nous renseignaient sur leurs conditions sociales et matérielles. Il en ressortait que pour nombre d'entre eux, l'échec scolaire était dû principalement au manque de moyens qui ne leur permettaient pas d'acheter les affaires scolaires. Pour certains, l'échec était causé par l'absence du suivi parental et du soutien pédagogique. Afin de faire face à ces situations, nous avons opté pour un travail de proximité et de soutien scolaire pour ceux qui étaient encore inscrits à l'école. Nous avons fait du porte-à-porte auprès des établissements scolaires qui relèvent de l'éducation nationale, qui étaient dotés d'un surplus d'affaires scolaires, et auprès des associations caritatives. Nous avons sollicité nos amis dans le secteur privé pour une aide financière afin d'acheter le matériel d'école et pour subvenir aux différents besoins de nos adolescents. Prestations médicales telles que médicaments,
radiographie, analyse sanguine, couffin de Ramadan, vêtements, etc. Nos éducateurs et éducatrices soutenaient ces adolescents sur le plan scolaire par des cours de rattrapage, donnés en dehors de leurs heures de travail. Pour ceux d'entre eux qui avaient quitté l'école depuis longtemps et qui ne possédaient pas le niveau requis pour être intégrés dans la formation professionnelle, nous faisions alors du porte-à-porte auprès des ateliers afin de les placer en apprentissage. Nous voulions qu'ils prennent conscience de la valeur de cette action, car cette prise de conscience était un facteur de satisfaction pour le travailleur social qui s'était impliqué dans cette action de placement. Sur le plan des loisirs, on arrivait à trouver le moyen de distraire nos adolescents. À titre d'exemple, on organisait des fêtes au sein de notre service en demandant de l'aide aux proches et amis dont la situation financière le leur permettait. Afin de faire participer ces adolescents, on postulait à des plans de sortie organisés par certaines associations et établissements de la jeunesse et des sports. Pour ceux qui voulaient exercer un sport, on sollicitait les clubs sportifs appartenant à la sûreté de la wilaya, de la jeunesse et des sports. Il est à rappeler que ces actions n'étaient pas incluses dans les tâches dictées par la réglementation, mais la réalité sociale a des exigences qu'il fallait prendre en compte d'une façon ou d'une autre. Ces tâches étaient impératives pour réussir notre mission de réinsertion de ces adolescents, de leur prise en charge, de leur intéressement aux actions en leur faveur, de leur motivation à reprendre la relation à la société et à changer leur mode de vie par l'adoption de nouveaux modèles identificatoires. Mais le paradoxe était qu'on ne pouvait compter d'une manière continue, dans notre travail de prise en charge et d'accompagnement de ces adolescents en situation difficile, que sur les aides de nos amis et autres relations personnelles. Il fallait trouver un moyen qui pouvait nous aider à garder ce dynamisme, améliorer notre rythme, et qui soit susceptible d'encadrer nos actions et de les soutenir. On a alors pensé, grâce à une proposition du wali préfet de notre wilaya, à la création d'une association. C'est ainsi qu'est née l'association de sauvegarde des adolescents délinquants. Cette association nous a appuyés dans notre travail tout le long de notre exercice. Au terme de cette contribution, dans laquelle j'ai tenté de clarifier ma pratique professionnelle au sein du collectif afin de la rendre compréhensible, voire transmissible, je voudrais dire ma conviction de l'utilité de la mettre en mots pour pouvoir montrer le lien entre une expérience de responsable psychologue et les réalités sociales qui s'imposaient à moi et au collectif. Tout au long de ce texte, j'ai essayé d'évoquer des situations dans lesquelles se déroulait notre action de prise en charge socio-éducative et comment nous sommes parvenus à réagir face aux imprévus. Nous avons été ainsi conduits par la force des choses à innover et à concevoir des stratégies pour adapter notre mission sociale, et faire ainsi face aux réalités quotidiennes non prises en compte par les lois en vigueur. La formation théorique initiale nous prépare mal à affronter la réalité quotidienne et les changements constants qui s'y opèrent, car cette formation est centrée surtout sur la transmission du savoir. Or, être compétent aujourd'hui, c'est faire le lien dans une activité singulière, entre divers savoirs et s'adapter sans cesse aux réalités. Et c'est cette adaptabilité qui est à construire et à développer par chacun des acteurs sociaux destinés à un travail d'accompagnement, avec des générations changeantes dans le temps et dans l'espace. Notre sentiment de psychologue formé à l'écoute et à l'aide des personnes, notre rôle de responsable de cette institution, nous ont contraints à la réflexion sur la place du travail social dans notre société. Ces services de réinsertion sociale restent sans reconnaissance et sans considération. Et la jeunesse, en particulier cette catégorie de jeunes dites marginales, reste absente dans les programmes de décision politique malgré son poids numérique dans la société. L'expérience montre que le développement des compétences disciplinaires ne suffit plus, si elle ne permet pas en parallèle une réflexion sur soi et une connaissance de soi, notamment de ses réactions face à la complexité du travail social. Ce travail réflexif permet de déterminer ses limites et contribue à édifier une identité professionnelle, condition importante de l'adaptation au monde du travail. Il est à rappeler que ces efforts mis en œuvre au quotidien ont eu une reconnaissance de la part des adolescents accueillis. Nous l'avons ressenti dans le changement, bien que relatif, qu'on observait chez la plupart d'entre eux en quête de sens et de place et sur leur nouvelle façon d'être et de se conduire. Ils n'étaient pas insensibles à nos efforts. Une confiance et une croyance mutuelle s'étaient installées entre nous et constituaient pour nous, acteurs sociaux,
une motivation qui nous donnait le désir et l'envie de continuer malgré les contraintes et les entraves. Le travail social en Tunisie. Identité, pratique et poids des représentations sociales. Sinda Koundi. Désormais, après la révolution du 14 janvier 2011 en Tunisie, nul ne pourra nier le rôle capital qui doit être légué au service social, considéré comme un créneau probant dans le processus de transition démocratique. On doit insister là sur le fait que dans un pays en pleine effervescence protestataire à caractère social et économique, le service social constitue l'un des instruments les plus importants pour réussir une transition vers la justice sociale, à condition toutefois que ce service en tant que corps professionnel profite de réelles bonnes conditions de travail. Cet article propose d'élucider la situation du service social en Tunisie d'après une étude de cas, et de soulever un certain nombre de questions telles que: pourquoi y a-t-il un blocage dans la relation d'aide entre des assistants sociaux et des clients de catégories à forte connotation sociale comme celle des mères célibataires ou des enfants abandonnés? Qu'est-ce qui rend si difficile qu'un client, souffrant de marginalisation et de rejet par la société, puisse entrer en relation de confiance avec l'assistant social? Quelles sont les raisons qui expliquent pourquoi le travailleur social bascule aussitôt sur le syndrome de confort, au sens du terme évoqué par J. Pinilla, au point d'oublier le côté humain du travail social et voir taire toute motivation et aptitude professionnelle? Où en est-on par rapport aux problèmes de violence, d'insécurité et de ressources trop décalées par rapport aux attentes des clients, et qui enchaînent l'intervention des travailleurs sociaux? Mais également, comment savoir si cette situation a changé après la révolution du 14 janvier? On s'attachera ici à soulever des problèmes cruciaux qui désavantagent sérieusement la situation des assistants sociaux en Tunisie avant et après la révolution. En effet, si la relation d'aide entre l'assistant social et le client se voit affaiblie, si le projet d'intervention se trouve dans certains cas avorté et si la motivation professionnelle baisse au point que le professionnalisme des assistants sociaux risque d'être mis en cause, ceci n'est certainement pas sans raison. Cette contribution s'appuie sur les résultats d'une enquête qualitative récente, menée auprès de professionnels, dans le cadre d'une thèse de doctorat, sur leur difficile exercice du travail social dans une institution tunisienne pour enfants abandonnés, l'INPE, Institut national pour la protection de l'enfance. Elle se propose, même si nos travaux ne peuvent épuiser les complexités du réel, de repenser la question de l'identité professionnelle des assistants sociaux qui constitue le point culminant de la motivation dans le travail et de l'ensemble des pratiques professionnelles. Il s'agit finalement de savoir quelles sont les représentations sociales qui régissent le monde socio-professionnel des assistants sociaux? Quel rapport existe entre représentation, pratique et identité sociale en interaction avec un contexte professionnel et sociopolitique? À ce titre, l'hypothèse principale qui pilote notre recherche et qui sera corroborée en fin d'analyse, stipule que s'il existe un blocage dans la relation d'aide entre le client et l'assistant social, il faut y voir une conséquence directe des représentations professionnelles construites par les travailleurs sociaux sur le métier, sur les mères célibataires et sur les différents champs de leur travail, à savoir l'adoption et l'abandon. Pour tenter de décortiquer cette problématique, j'ai procédé à une observation participante amorcée depuis 2006 au sein des différents services de l'institution. J'ai également accompagné les travailleurs sociaux pendant les sorties d'intervention sociale auprès des familles de placement, assisté aux entrevues entre l'assistante sociale et les mères célibataires ou des membres de leur famille, et entamé une série d'entretiens qualitatifs libres et semi-directifs touchant 6 travailleurs sociaux, les psychologues, les médecins, la kinésithérapeute, les 2 ergothérapeutes. J'ai également effectué un ensemble d'autres entretiens avec le reste de l'équipe pluridisciplinaire de l'INPE, à savoir l'hygiéniste, les éducateurs, des bénévoles de l'association des amis de l'INPE, les familles de placement temporaire que j'ai rencontrées sur le banc d'attente au hall principal de l'Institut. J'ai en outre saisi quelques cas de mères célibataires dans l'intention d'en interroger d'autres dans le cadre de ma thèse. Enfin, j'ai complété mes enquêtes auprès des cadres de l'administration, à savoir les chefs de service et la sous-direction. Je procéderai tout d'abord à une mise au point sur la situation des travailleurs sociaux de cette institution, et en soulèverai les problèmes cruciaux. Ensuite, j'essayerai d'analyser les causes qui pourraient être à l'origine de ces problèmes en suivant 2 fils d'Ariane,
les représentations et les pratiques professionnelles. Je m'efforcerai également de saisir les identités professionnelles que les sujets construisent en rapport avec un contexte de travail. Pour finir, je reviendrai sur l'importance des représentations sociales dans la construction des pratiques et des identités professionnelles, en tant qu'éléments fondamentaux et déterminants pour la compétence et pour l'implication du travailleur social. Il faudra alors conclure sur des recommandations qui, quoique modestes, pourraient contribuer à améliorer la situation du travail social en Tunisie. 1. Situation actuelle du travail social en Tunisie. D'après les entretiens que nous avons effectués, il s'avère que par rapport à quelques années passées, il n'y a pas eu de réel changement dans la situation des travailleurs sociaux, et encore moins dans les représentations qui se tissent autour de cette situation. Les mêmes revendications effectuées depuis plus de 10 ans ne sont malheureusement pas encore satisfaites. Le manque de moyens, le manque d'autonomie, l'absence de pouvoir de décision et de choix d'action, le problème d'insécurité et la violence au cours de l'intervention sociale aussi bien de la part des clients que du côté du travailleur social. Les situations au plan social sont de plus en plus tendues. La frustration vécue par les publics, l'habitus culturel des milieux défavorisés et la pathologie mentale de certaines personnes constituent les facteurs d'un profil de client jamais satisfait, violent et agressif. D'autre part, des professionnels affaiblis, insécurisés, peuvent devenir agressifs à leur tour. L'usure et l'épuisement professionnel ou le burn-out, comme certains souhaitent l'appeler, sont cause de démobilisation et de perte de sens professionnel chez les travailleurs sociaux. Des conditions de travail toujours difficiles, un vrai malaise. Les conditions de travail sont jugées insupportables par les travailleurs sociaux. Et ce sentiment se renforce lorsqu'ils se sentent incapables de pouvoir choisir et de prendre une décision. Ou lorsqu'ils trouvent que certaines décisions prises sont aussitôt contredites par l'administration. Cette dévalorisation de leur pouvoir d'action et de leur image en tant professionnels autonomes capables d'agir, alimente un sentiment de frustration et d'injustice. Je ne suis pas ici pour ça. Je n'ai pas fait mes études pour appliquer des consignes de l'administration de manière aveugle, ce n'est pas ça. Nous sommes sur le terrain et nous le connaissons mieux que d'autres, mais on ne nous donne aucune alternative ou possibilité de prise de décision. Personne ne demande notre avis. Et le pire c'est que des fois l'administration nous contredit devant le client. Alors soit c'est un manque de respect, soit c'est moi qui ne comprends plus rien et ne sais plus ce que je dois faire au travail, je sais réfléchir, j'ai un cerveau et puis finalement je n'ai plus le goût de travailler comme au début, je laisse couler les jours comme ça. J. Travailleur social, femme 35 ans. Mais le plus grave, d'après nos enquêtés, est que cette faiblesse est ressentie et remarquée par le client lors de confrontations plutôt tendues causant encore plus de tort aux professionnels du social, et traduite ainsi: actes de violence physique et verbale, non-respect et manque de confiance en la compétence du travailleur social, absence de coopération et de collaboration de la part du client, tensions et blocages perçus dans la relation d'aide. Certaines études soumettent ces tensions à plusieurs causes. La frustration du client et sa situation sociale et psychologique insolvable faute de moyens matériels et de sources d'aide, puis l'asymétrie entre le travailleur social et le client. La frustration cependant n'est pas propre au client. Au bout d'un certain temps, le travailleur social devra lui-même affronter la série d'échecs faute de moyens et de bonnes conditions de travail, fragilisant ainsi sa motivation professionnelle. Il devra également faire face aux problèmes de la gestion des émotions et au syndrome de confort, presque fatal pour la plupart des travailleurs sociaux et surtout ceux des contextes monotones. À force de remplir des papiers, on fonctionne comme des machines et on a tendance à oublier le côté humain du travail social. Ce travail est devenu une corvée. Je souhaite sincèrement changer de fonction même si c'est au sein du même ministère, mais au moins je change de cadre, je le souhaite de tout cœur. Des travailleurs sociaux, femme 25 ans. Blocage de la relation d'aide. Une relation sociale est un échange entre des acteurs qui, dans un contexte donné, poursuivent des finalités, enjeux de cet échange, mettent en œuvre des compétences et des ressources pour atteindre ces finalités, bénéficient de certaines rétributions liées à leur place dans la relation, et exercent les uns sur les autres des contraintes, le plus souvent inégales. En analysant les objectifs du programme de la prise en charge des mères célibataires et d'après les observations que nous avons effectuées,
Il s'avère qu'il existe un décalage entre les attentes du TS et celles du client submergé par l'urgence. S'il ne s'oppose pas au travail à moyen et long terme que le TS voudrait faire avec lui, il est surtout préoccupé par le court terme. Mais le problème avec les mères célibataires est encore plus compliqué. Le blocage est présent dès le début, et même bien avant son arrivée. Les travailleurs sociaux estiment que les mères célibataires sont méfiantes et très peu coopératives. Les entretiens sont difficiles, lourds et tendus. Des confrontations très fréquentes et quelquefois violentes et agressives, verbales et physiques, peuvent survenir entre les travailleurs sociaux et les mères célibataires. En effet, dans un contexte normal, les assistants sociaux lors des entretiens doivent tenter de créer une relation de confiance avec la mère biologique afin d'obtenir les informations sur sa situation, de l'aider à retrouver une certaine autonomie et à reprendre son enfant en charge en l'encourageant à retrouver du travail et un habitat. Ces objectifs sont parfois difficiles à réaliser. Mais d'après les longues observations que j'ai effectuées, il apparaît que ces entretiens sont très souvent soit courts et tendus, soit inachevés par l'agressivité et la violence de la part du client ou des membres de sa famille. J'ai pu voir par exemple une mère célibataire renverser les affaires du bureau de l'assistante sociale. Certains expliquent cette attitude par le vécu social et psychologique, et ce que ces femmes ont pu vivre après l'accouchement de la part des autres agents des services sociaux. 2. Pratique et représentation sociale. Nous avons pu distinguer deux types de travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux qui interviennent sur le terrain et que nous avons nommés les TS de terrain, et ceux qui n'effectuent pas de sortie mais travaillent plutôt dans les bureaux, que nous avons nommés les TS de bureau. Le système d'activité professionnelle diffère d'un groupe à l'autre, et engendre diverses représentations professionnelles que le travailleur social construit autour de son métier, du client et de certains sujets inscrits dans son champ d'action. Représentation professionnelle des travailleurs sociaux. Selon Lorenzi Giolodi, les rapports de travail structurent les interactions et ont pour conséquence la construction d'un système de représentation professionnelle. En effet, la force des représentations dans le champ du travail social est loin d'être minimisée. Liégeois, JP, va même jusqu'à dire que le travailleur social est porteur de sa propre idéologie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.